Bonjour, chers camarades compatriotes. Décidément, les Ukrainiens dépassent toutes nos espérances. Je n'attendais pas de véritable contre-offensive cette année, et voilà qu'ils reprennent début septembre, et en 3 jours, un territoire aussi grand que ce que les Russes ont pris en 3 mois, et ils repartent à l'assaut quelques semaines après. À Liman et à Kherson, les déboires de l'armée russe n'en finissent plus, et le tsar est de plus en plus isolé dans son palais. Mais une petite musique vient distordre ce joli tableau. Les lèche-bottes moscovites n'en finissent plus de nous expliquer que l'UE est en train de se suicider dans cette guerre, que les sanctions ne font que renforcer la Russie et que nous allons subir un hiver terrible qui va nous mettre à terre et pousser le peuple à la révolte pour lever les sanctions et retrouver une vie normale. Bien sûr, ce ne sont que de vulgaires gesticulations de gens enfermés dans une réalité alternative dans laquelle l'Occident va s'effondrer et la grande Russie triompher. Mais tous ces alliés du régime fasciste de Poutine ont de l'influence, et il convient d'expliquer pourquoi ils racontent n'importe quoi. Alors, chose promise, chose due, on va parler sérieusement des sanctions et montrer pourquoi elles sont importantes. Remontons 7 ans en arrière, voulez-vous? La Russie annonce en grande pompe son tout nouveau tank moderne, le T-14 Armata. Une merveille de technologie, plus rapide et léger qu'un Abrams américain. Pourquoi est-ce qu'on ne voit aucun de ces tanks en Ukraine? Et qu'ils ne font que défiler sur la place rouge tous les 9 mai? La Russie avait pourtant commandé 2300 unités pour 2020, et ils en ont aujourd'hui seulement 25. Où sont passés tous ces super tanks qui auraient pu faire la différence en Ukraine? C'est simple, les sanctions économiques lancées contre la Russie en 2014. À cause de ces dernières, les composants critiques pour la fabrication de ces petits bijoux ne peuvent plus être obtenus aussi facilement. Qu'a fait la Russie? Prétendre que se doter de nombreux T-14 n'était pas nécessaire, parce que les T-72 suffisent amplement pour rivaliser face aux chars modernes de l'OTAN. À la place de chars modernes, le Kremlin a donc décidé de moderniser des vieux T-72, T-80 et T-90. Et le Su-57? Un nouvel avion multirôle de 5e génération développé par la Russie, annoncé en 2015 également. Il aurait dû être l'alter ego du F-22 américain. Mais là où les Américains ont plus de 150 appareils, la Russie n'en compte qu'une poignée. Pourtant, les premières livraisons étaient prévues pour 2016 et ont été sans cesse repoussées chaque année, jusqu'à un vague horizon 2020-2025. L'Inde, qui avait participé au projet et avait émis le souhait d'acheter plus de 100 appareils, a finalement quitté le programme commun en 2018. Pourquoi tous ces retards ? La corruption inhérente au régime de Poutine est une réponse évidemment, mais la principale est la même que pour le T-14. Les sanctions occidentales empêchent la Russie d'acquérir des composants, notamment électroniques, qu'elle est incapable de produire elle-même ou de se fournir ailleurs. Et c'est bien le but des sanctions. De toutes les sanctions prises contre la Russie en 2014 et en 2022, réduire le plus possible les capacités de son armée, et ce jusqu'à ce que cette dernière soit inopérante. Et ça marche. Lorsque les avions de ligne doivent être cannibalisés pour entretenir les appareils existants, cela montre l'état de délabrement du parc civil. Et on ne peut qu'imaginer l'état de celui militaire, beaucoup plus exigeant. Le fait que de plus en plus d'avions russes tombent ces dernières semaines n'y est pas pour rien. Sans ces pièces et composants essentiels, l'armée russe en est réduite à utiliser des GPS civils sur ses avions et des puces de machines à laver pour ses tanks. La voilà obligée de convertir des missiles anti-navires en missiles sol-sol et d'épuiser à vitesse grand V son stock datant de l'ère soviétique. Elle se tourne vers l'Iran et la Corée du Nord pour être approvisionnée en drones, obus et missiles, car son industrie est incapable de soutenir une consommation aussi effrénée de munitions. C'est tout l'objet des sanctions, retirer à la Russie son accès à des pièces de rechange et de technologies nécessaires pour le bon fonctionnement de son industrie militaire, et donc in fine de son armée. Grâce à ces sanctions, non seulement la Russie n'a pas pu moderniser son armée avant la guerre, mais elle est également dans l'incapacité de maintenir son niveau de modernité actuel. Son complexe militaro-industriel est au ralenti, pour ne pas dire à l'arrêt. Je l'ai déjà dit, la Russie d'aujourd'hui n'est plus l'Union soviétique d'hier. Envoler la puissance industrielle et l'armée puissante, nous n'avons aujourd'hui qu'une risible imitation qui ne sait qu'hurler et menacer, mais qui n'a aucune capacité. Pour porter un coup supplémentaire à l'État russe, il a été décidé plusieurs sanctions financières et énergétiques, notamment sur l'arrêt de l'achat de pétrole et de charbon russe. Le pays étant un vulgaire pétro-État dépendant des énergies fossiles, le priver de cette manne, c'est le priver de l'argent dont il a cruellement besoin pour faire fonctionner son industrie et son armée. C'est là qu'intervient généralement nos bons pro-russes, qui vont nous expliquer que cela n'a fait qu'enrichir la Russie. Mais c'est oublier bien vite que les sanctions concernant le pétrole ne prendront pleinement effet qu'à la fin de l'année, où 90% du pétrole russe sera interdit. Idem pour le charbon, dont l'embargo n'est entré en vigueur qu'à partir du 10 août. Depuis cette date, d'ailleurs, les exportations d'énergie fossile en Russie ont diminué de 35%. Ce ne sont donc pas les sanctions qui ont enrichi l'État russe et ses oligarques, mais les prix du pétrole élevés. Mais quid du gaz alors ?
Les vilains américains veulent nous vendre leur horrible gaz de schiste, alors que la Russie nous propose son noble gaz naturel. Eh bien, peut-être que les Européens achèteraient plus de gaz russe, si Poutine n'avait pas montré que son pays n'était pas un partenaire commercial fiable et qu'il n'utilisait pas le gaz comme une arme énergétique. Dès le début de l'été, c'est bien la Russie qui a décidé toute seule de couper partiellement le robinet du gaz vers l'Europe. En prétextant des pannes, le gazoduc Nord Stream 1, qui habituellement fonctionne à pleine capacité, soit 165 millions de mètres cubes, ne fonctionnait plus qu'à 20% de ses capacités en août. Et le 2 septembre, Gazprom annonce carrément la suspension de l'approvisionnement. La Russie a également sanctionné la société Europol Gaz, le propriétaire du gazoduc Yamal, qui passe par le Bélarus et la Pologne, coupant ainsi cette route aux Européens. La guerre en Ukraine limite nécessairement l'approvisionnement via le gazoduc Soyouz, Poutine n'ayant évidemment pas très envie de permettre aux Ukrainiens d'avoir du gaz alors qu'il est en guerre contre eux. Il y a ensuite eu l'attentat contre Nord Stream 1 et 2. Au premier abord, il est vrai que cela ne semble pas logique pour la Russie de faire sauter ses pipelines. Sauf que la Russie est dirigée par un homme qui s'appelle Vladimir Poutine, et Vladimir Poutine ne pense qu'à Vladimir Poutine, pas à la Russie. Déjà d'une part, les approvisionnements de gaz avaient presque totalement cessé avant le sabotage, et ce, de la volonté même de la Russie, donc le pays n'a perdu et ne va pas perdre beaucoup plus d'argent qu'il n'en avait déjà perdu sur la décision même de Poutine. Ensuite, le sabotage gêne l'Europe dans sa démarche de stocker le gaz. En effet, l'UE a fixé comme objectif des stocks pleins à 80% au 1er novembre. On est aujourd'hui à 90% au niveau européen. Les stocks se remplissent plus vite que prévu, ce qui risque d'enrayer la stratégie de Poutine de nous faire passer un hiver dur. Il ne faut également pas oublier que Gazprom allait devoir payer des pénalités importantes pour ne pas avoir acheminé tout le gaz qu'il nous doit dans les contrats. Si le gazoduc saute, tout d'un coup, cela n'est plus la faute de la société, mais du terrorisme. Plus de pénalités. Et du point de vue de Poutine enfin, le plus important pour lui, c'est que saboter Nord Stream lui permet de couper les ponts vis-à-vis des Siloviki, les oligarques qui dirigent le pays, en leur signifiant qu'il ira jusqu'au bout d'une part, mais surtout en rendant sa position moins enviable. Et oui, si Nord Stream saute, remplacer Poutine ne va pas permettre de faire fonctionner le gazoduc comme avant, et de se remplir les poches en un rien de temps. De cette manière, il éloigne le spectre d'un coup d'état venant des oligarques sur le plan intérieur. Enfin, Nord Stream 2 n'est pas totalement inopérant, seul un pipeline sur 2 est détruit, tandis que Nord Stream 1 est hors service. Si les Américains étaient vraiment à l'origine de cette attaque, pourquoi laisser en place un pipeline sur 4? Et pourquoi ne pas rendre inopérant pour toujours le gazoduc? À la place, on sait qu'il est réparable, et Vladimir Poutine lui-même a annoncé que la Russie était prête à le réparer et à reprendre les livraisons via Nord Stream 2 si nous levions les sanctions contre lui. C'est donc bien une stratégie russe de nous couper le gaz par tous les moyens et donc de nous livrer une guerre énergétique comme les Arabes l'ont fait lors de l'hiver 73. L'attitude de la Russie vis-à-vis de l'Europe est donc autodestructrice pour son économie très dépendante des énergies fossiles. En nous coupant partiellement puis totalement le gaz, le pétro-État se prive de son client le plus important, et ce à long terme. Car nous continuerons bien sûr à acheter du gaz et du pétrole russe pendant encore quelques années, avant de devenir totalement indépendants d'eux. Les décisions prises dans ce sens vont accélérer la transition énergétique, donc même les Américains ne vont pas longtemps se faire beaucoup plus d'argent avec leur gaz. Le taux de pauvreté en Russie a augmenté de 5,8%, son économie va entrer en récession et perdre entre 5 et 12% de PIB cette année, tandis qu'en France la croissance devrait être d'environ 2% cette année. L'Europe continue donc de prospérer malgré les sanctions contre la Russie, alors que cette dernière meurt à petit feu. Avec sa guerre, Poutine condamne son pays. On estime maintenant à plus d'1 million le nombre de Russes qui ont fui leur pays à cause de la guerre, la plupart étant des jeunes diplômés qui vont manquer à la Russie pour son industrie dans les années à venir, sans parler de la crise démographique du pays qui ne va faire que s'aggraver. Mais pas de panique, Super Poutine a un plan. Depuis des mois, les pro-russes s'acharnent à nous promettre un hiver apocalyptique, avec des coupures de courant et des gens qui meurent de froid. Cette vision a pourtant peu de chances d'aboutir, déjà parce que les prévisions annoncent plutôt un hiver doux cette année, mais surtout parce qu'un scénario similaire est déjà arrivé par le passé, l'hiver 73. L'année 1973 voit le premier choc pétrolier arriver. Les États-Unis ont atteint leur pic de production en 71 et les premières pénuries arrivent au pays de l'oncle Sam. Mais c'est la guerre du Kippour qui déclenche tout. Les USA soutiennent Israël et les États arabes décident en réponse d'augmenter le prix du baril de pétrole de 70% et une diminution de 5% de la production. En quelques semaines, le prix du baril passe de 3 à 18 $. La situation est critique pour l'Europe dont le pétrole est à l'origine de 60% de l'électricité produite. L'hiver s'annonce terrible. De vastes campagnes d'économie d'énergie sont lancées. Aux Pays-Bas, on risque carrément la prison si on utilise plus que sa ration d'électricité. En France, on arrête les émissions de télé après 23 h. On éteint les vitrines des magasins la nuit, la vitesse sur les autoroutes et les nationales est diminuée.
Mais au bout du compte, l'hiver se passe sans encombre majeur. Aujourd'hui, l'Europe dépend de la Russie pour 40% de ses importations de gaz. On est donc loin des 60% de 73. La situation est donc meilleure. Mais en plus, nous sommes préparés. À l'époque, le choc arrive à la fin de l'année et les pays occidentaux n'ont presque aucune marge pour faire face à la crise. Ici, l'Union a fixé des objectifs, notamment de remplir les stocks de gaz à 80% d'ici novembre. Et bonne nouvelle pour nous, ces stocks sont presque pleins à 100% en France et à 90% dans presque tous les pays d'Europe. L'hiver va être dur et la croissance sera moins forte que prévu. Mais rien d'apocalyptique au rendez-vous. Pas de révolte ou de révolution, ni de destruction de l'Union européenne en perspective. Nos aficionados de Poutine et autres dictateurs devront attendre encore une année de plus pour enterrer l'Occident décadent et au bord de la ruine. Mais si l'hiver a peu de chances de faire plier l'Occident, alors reste-t-il encore un espoir pour Vladimir Poutine? La situation sur le front est catastrophique. Les Ukrainiens lancent contre-offensive sur contre-offensive, l'oblast de Kharkiv est totalement libéré, le combat se porte maintenant dans l'oblast de Louhansk et les meilleures troupes russes envoyées à Kherson ont de plus en plus de mal à tenir la position. La logistique est défaillante et avec le pont de Kerch qui est visé, c'est tout le front sud qui est menacé et dont la position est de plus en plus précaire. L'armée russe n'a plus assez d'hommes pour tenir efficacement toutes les positions. Elle en manquait déjà au printemps, mais après des mois d'offensive, nous avons atteint un stade critique. Et malgré tout, alors que cela n'a plus aucun intérêt stratégique, l'armée et le groupe Wagner en tête s'acharnent à lancer des offensives inutiles et coûteuses sur Bakhmut et toute la ligne de front jusqu'à Novo-Mikhaïlivka. Plutôt que de se regrouper et tenir des positions défensives, l'armée russe et notamment Prigojine, le dirigeant de l'armée privée Wagner, semble désemparé, recherchant désespérément une victoire à offrir à la Russie. De la même manière, la concentration de troupes de l'autre côté du Dniepr, à Kherson, et l'insistance à maintenir cette position déjà précaire avant l'endommagement du pont de Kerch ne peut s'expliquer que par des raisons politiques. Les meilleures troupes de l'armée russe sont là-bas. On parle d'au moins 1/6 de l'armée concentrée sur cette tête de pont, soit plus de 30 000 hommes si on considère que l'armée russe en Ukraine en compte environ 200 000. Ces 30 000 hommes seraient bien plus utiles ailleurs plutôt que de se maintenir sur cette tête de pont de moins en moins défendable et dont le seul intérêt est d'éventuellement un jour pouvoir attaquer Odessa. L'armée russe peine à réagir aux attaques ukrainiennes correctement et son manque de coordination s'explique autant par le manque de sous-officiers que par l'incompétence de ses gradés qui sont bien plus souvent à leur poste par fidélité envers le régime que par compétence, comme le chef de l'armée de l'air russe, dirigé par Sergueï Sourovikine, alors que ce dernier faisait partie de l'armée de terre. Autrement dit, c'est comme nommer amiral quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds sur un navire de guerre. C'est stupide, mais Sourovikine est un fidèle de Poutine. C'est d'ailleurs sûrement pour cela qu'il a été nommé à la tête des opérations en Ukraine d'ailleurs. Ce bon Sergueï a également d'autres qualités appréciées par les fascistes comme Poutine. C'est un boucher qui exécutera n'importe quel ordre à n'importe quel prix. Lors de la tentative de coup d'état de 91 contre Gorbatchev, fomenté par la ligne dure du Parti communiste, Sourovikine est le seul officier qui ordonnera de tirer sur les manifestants. Il commandera également une division motorisée pendant la guerre de Tchétchénie de 1999 qui commettra plusieurs crimes et participera notamment à un massacre dans un petit village en 2005. Il dirigera ensuite les opérations en Syrie à partir de 2017. À peine nommé commandant des opérations en Ukraine qu'il ordonne le bombardement des villes ukrainiennes. Le but affiché est donc de terroriser la population, mais loin de la terroriser, on sait depuis la Seconde Guerre mondiale que bombarder des civils volontairement ne fait au contraire que renforcer leur détermination à se battre et à rendre coup pour coup à l'adversaire. L'armée de l'air russe étant dans un piteux état et les systèmes antiaériens toujours debout, la Russie ne peut compter que sur des missiles et les drones kamikazes iraniens pour mener à bien cette stratégie, si on peut l'appeler comme ça. Le bombardement d'installations civiles au prix de frappes de dizaines de missiles n'a pas de réelle valeur stratégique, et au contraire ne fait que gaspiller de précieuses ressources que l'armée russe ferait bien employer contre l'armée de leur adversaire, plutôt que sur ses civils. Quelques nouvelles du Bélarus semblent indiquer que la marionnette de Poutine au pouvoir là-bas, Loukachenko, serait prêt à faire entrer son pays dans la guerre. La situation est compliquée pour lui, son peuple ne le soutient pas et l'armée bélarusse ne souhaite pas entrer en guerre contre l'Ukraine. Cette armée est dans un état sensiblement similaire à celui de l'armée ukrainienne avant 2014, une armée destinée à la défense du territoire, réunissant quelques dizaines de milliers d'hommes mal équipés et mal formés, avec d'énormes stocks d'armes mal entretenus datant de la période soviétique. Même en admettant que Loukachenko déclare la guerre à l'Ukraine et que l'armée le suive, la qualité des troupes bélarusses étant inférieure à celle des troupes russes et leur quantité n'étant que de 50 000 hommes, il est peu probable qu'une telle armée parvienne à retourner le cours de la guerre. La situation semble donc désespérée pour les Russes. C'est pourquoi Poutine a abattu la dernière carte qui lui reste dans son jeu, la mobilisation. Soi-disant partielle et ne concernant que les réservistes, en réalité tous les Russes qui ont fait leur service militaire sont considérés comme réservistes, autant dire tous les hommes adultes,
résulte donc, l'aspect partiel est également à l'heure. Poutine parle de 300 000 hommes, mais la loi qu'il a signée, elle, parle d'1 million. Le simple fait que vous pouvez vous retrouver mobilisé suite à un contrôle routier prouve bien que tout le monde est concerné. Les employeurs ont pour ordre de dresser des listes d'employés mobilisables. On sait également que des hommes de presque 50 ans sont mobilisés. Il s'agit donc d'envoyer à la mort le plus d'hommes possible dans l'espoir qu'ils puissent réussir là où les professionnels ont échoué. Les résultats de cette tentative désespérée de renverser le conflit varieront selon la manière dont la Russie conduit sa mobilisation. Si elle se contente de former ses troupes quelques semaines avant de les envoyer en Ukraine, l'armée russe augmentera certes en quantité, mais elle va diminuer en qualité. Tous les bleus qui vont rejoindre leurs nouvelles unités, dont certaines ont été tellement usées qu'elles vont être composées pour moitié de conscrits, ne vont faire que plomber les professionnels. La guerre n'est pas un jeu, et lorsque quelqu'un commet une erreur au combat, il peut mettre en danger tous ses camarades. La mobilisation peut cependant avoir un impact positif pour Poutine si les appelés sont formés pendant plusieurs mois afin de ne pas trop diminuer la qualité des unités déjà existantes. Mais cette option laisse à l'Ukraine encore plusieurs mois d'offensive qui pourraient coûter très cher à l'armée russe. Quelle que soit l'option choisie par Poutine, on voit mal comment la logistique russe va bien pouvoir suivre. Elle a déjà du mal à approvisionner correctement 200 000 hommes, alors comment va-t-elle parvenir à le faire avec une armée qui va au minimum doubler en taille? L'hiver s'annonce rude pour les Russes. L'armée cherche des uniformes d'hiver qui normalement devraient être dans les stocks mais qui sont visiblement absents. Encore une belle démonstration de la corruption du régime. Comment une logistique déjà défaillante compte-t-elle nourrir, habiller et chauffer autant d'hommes sur le front? Ce qui est certain, c'est que la carte de l'hiver qu'a voulu jouer Poutine contre les Occidentaux pourrait bien se retourner contre lui. Il n'est pas certain que l'hiver empêche les Ukrainiens de conduire des offensives, et il n'est pas non plus exclu que le pont de Kerch soit à nouveau visé pour enrayer le ravitaillement russe. Et si les Ukrainiens percent le front jusqu'à Mélitopol, c'est toute la partie ouest qui sera virtuellement privée d'approvisionnement. L'avenir s'annonce donc très difficile pour l'armée russe et surtout pour Poutine. Cependant, la guerre est encore loin d'être gagnée, et les Ukrainiens vont devoir redoubler d'efforts pour vaincre cette parodie d'Union soviétique et de Russie tsariste qui l'envahit. Les journalistes des plateaux télé aiment à évoquer l'option nucléaire, et pour cause, Poutine et ses séides n'arrêtent pas d'agiter cette menace à tort et à travers depuis le début de la guerre. Ils passent leur temps à menacer l'Occident de destruction si on s'oppose à eux. Or, depuis le début de la guerre, nous nous opposons à eux. Certes, la guerre n'est qu'économique, et le soutien à l'Ukraine est indirect, entendez par là qu'aucune unité occidentale n'est présente en Ukraine pour se battre contre la Russie. Cela n'a cependant pas empêché la Russie de nous menacer d'un déluge de feu radioactif toutes les semaines depuis 8 mois. Mais en quoi est-ce que la boîte de Pandore que représente une frappe atomique changerait quoi que ce soit à la guerre? Cela dépend surtout du type de frappe. Nos animateurs télé aiment parler d'armes nucléaires tactiques, des armes nucléaires de quelques kilotonnes qui sont à destination de cibles militaires et non civiles. Il s'agirait donc de détruire de grandes concentrations de troupes d'un coup avec une telle frappe. À supposer que de telles concentrations existent en premier lieu et que les dites troupes ne soient pas informées d'une frappe imminente au préalable, ce qui leur permettrait d'évacuer la zone et rendrait ainsi une telle attaque totalement inefficace. Certains fascistes russes acharnés proposent aussi de lancer une bombe nucléaire sur l'île aux serpents, une petite île au large d'Odessa qui a été prise par les Russes dans les premiers jours de la guerre, puis reprise par les Ukrainiens en juillet dernier. L'idée est de prouver leur détermination et de forcer Kiev à la paix, de peur d'être atomisé si Moscou n'obtient pas satisfaction. Il y a tout de même un gros problème avec cette stratégie. Cette guerre est une guerre de conquête et d'extermination, comme la grande guerre patriotique dont Poutine adore se servir pour sa propagande. Les Ukrainiens savent donc très bien que s'ils acceptent pareil chantage, alors leur pays disparaîtra à terme. La Russie sécurisera ses frontières annexées, voire plus, et dans quelques années, elle redéclarera la guerre pour prendre d'autres territoires, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'Ukraine en tant que nation et les Ukrainiens en tant que peuple n'existent plus. L'Ukraine n'a donc aucun intérêt à se rendre dans ce scénario. Dans tous les cas, une utilisation de l'arme atomique, même de manière tactique, ne ferait qu'escalader le conflit, car elle forcerait les Occidentaux à réagir soit par une intervention conventionnelle, soit par l'arme atomique à leur tour. Cette nature qu'a l'arme atomique, quelle que soit sa taille et son utilisation à escalader dramatiquement un conflit, a déjà été observée dans les nombreux jeux de guerre qui se sont déroulés pendant la guerre froide. Dans un billet de La Voix de l'épée du colonel Goya, il est expliqué que dans chaque scénario de ces jeux, lorsqu'un camp ou l'autre utilisait l'arme atomique de façon tactique afin de forcer la désescalade, il obtenait l'effet inverse de la part de son adversaire, qui une fois la ligne rouge franchie par son ennemi, se sentait autorisé à l'utiliser lui aussi. La suite inévitable était bien entendu la guerre nucléaire et l'anéantissement des deux blocs. Utiliser cette arme signifierait ni plus ni moins la fin de la non-prolifération des armes nucléaires. Tous les pays voudraient l'acquérir, de peur de voir leurs voisins l'utiliser contre eux dans un conflit, à commencer par les pays ayant des disputes territoriales avec la Chine, comme le Vietnam, les Philippines ou la Malaisie. La République populaire a donc tout intérêt à ce que Poutine n'en arrive pas là, si elle souhaite prendre tous les territoires qu'elle revendique.
On a parlé de la pratique, mais encore faut-il en arriver là. La doctrine nucléaire russe est purement défensive, et uniquement si l'existence même de la Russie est menacée. Rien n'autorise donc le pouvoir à avoir recours à une frappe nucléaire dans le cadre d'une guerre d'agression. Certes, les pseudo-référendums ont permis l'annexion des territoires ukrainiens occupés par la Russie, mais ce n'est pas pour les mettre sous la protection nucléaire que Poutine a fait cela. Autrement, il aurait déjà mis ses menaces à exécution. Ces annexions n'ont qu'un but légal, elles permettent au pouvoir d'envoyer des conscrits se battre sans avoir à déclarer la guerre. Par conséquent, si Poutine décidait d'une attaque nucléaire, il s'opposerait donc à la doctrine qui a prévalu jusqu'ici, et il n'est pas certain que l'armée russe, usée par 8 mois de guerre, le suive dans son délire. Ce qui m'amène à mon dernier point. Poutine ne peut probablement, je dis probablement car on est sûr de rien, pas décider seul d'une frappe nucléaire russe. Sous l'Union soviétique, il fallait l'accord de 3 personnes pour lancer une frappe. Le chef d'état-major, le ministre de la Défense et celui du secrétaire général du parti. Si la Russie a hérité de ce processus et l'a conservé, Poutine n'est donc pas le seul à pouvoir décider d'une frappe atomique. Et quand bien même ça ne serait pas le cas, une telle action est exécutée par des dizaines de personnes, et il suffit qu'un des éléments de la chaîne refuse d'appliquer cet ordre pour qu'il ne puisse aboutir. Poutine ne peut simplement pas se permettre politiquement de lancer une telle frappe, sous peine de voir toute son armée et les oligarques se liguer contre lui. Les chances d'une détonation nucléaire prochaine sont donc minces, elles ne sont cependant pas inexistantes. Au bout de 8 mois de guerre, on constate que la Russie a sous-estimé son adversaire et grandement surestimé ses propres capacités. Rien d'étonnant à cela, venant d'un régime autoritaire dont l'armée est à l'image du régime, hyper centralisé et dirigé par des gens qui ne sont pas là pour leurs compétences, mais plutôt pour leur fidélité envers le dictateur. Le pouvoir russe a voulu une nation dépolitisée et apathique, il ne récolte que ce qu'il a semé. Sans une base idéologique solide comme dans une Union soviétique ou une Chine communiste, le seul ciment qui permet aux hommes de pouvoir de travailler ensemble, c'est la perspective de voler l'État et de s'enrichir le plus possible. C'est justement à cause de cela que l'armée russe ne trouve pas les millions d'uniformes divers qu'elle avait commandés, ou que des hauts gradés et des oligarques ont préféré détourner l'argent destiné à la modernisation de l'armée en yachts et autres villas. C'est cette culture de la corruption qui a pourri tout l'intérieur du pays, de la petite PME jusqu'au conglomérat minier, du simple policier au ministre de l'Intérieur en passant par les juges. Le pays est corrompu jusqu'à la moelle et Poutine s'enrichissant lui-même grâce à cette corruption, il est évident qu'il a tout intérêt à l'entretenir. Sans base idéologique, les Russes conscrits n'ont aucune raison de venir mourir pour un Poutine dont le contrat social a toujours été qu'il n'affecterait pas la vie de son peuple, en échange de quoi le peuple ne devait pas se mêler de politique. Et voilà que la politique s'occupe tout d'un coup des Russes, qu'elle vient frapper à leur porte et leur ordonne d'aller mourir pour une guerre qu'ils n'ont jamais souhaitée, contre un pays qui ne les menace pas, et pour exterminer un peuple qu'ils appelaient frère il y a encore quelques mois. Le modèle autoritaire et nationaliste prouve encore une fois ses limites avec cette guerre, où des États comme la République populaire de Chine ou la Hongrie sont objectivement des alliés de la Russie dans une grande internationale anti-occidentale, mais ne parviennent pas à agir ensemble dès lors que leur intérêt immédiat est menacé. Ainsi, la Chine ne livre pas d'armes à la Russie, ni n'envoie la moindre troupe. Elle se contente d'acheter au rabais les hydrocarbures russes, préférant continuer à faire du business avec l'Occident plutôt que de subir des sanctions. La Chine sacrifie ainsi un allié qui aurait pu lui être précieux et espère y gagner un vassal. La Hongrie fait tout pour empêcher l'adhésion de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN, et hurle à corps et à cri à l'Union de lever les sanctions contre son allié. Elle espérait sans doute pouvoir reprendre les Carpates ukrainiennes, n'ayant toujours pas digéré après plus d'un siècle d'avoir perdu son empire au profit des peuples qui vivaient sur ces terres. Elle s'allie une fois de plus au camp des perdants et rêve toujours d'une grande Hongrie dans laquelle ni la Croatie ni la Slovaquie n'ont le droit d'exister. Cette obsession nostalgique pour réunir un empire où les peuples y étaient oppressés est du même acabit que la folie nostalgique russe. Refusant de vivre dans le présent et d'assurer un futur à leur peuple, ces États décident d'essayer encore et encore de faire revivre le passé. À côté de cela, les démocraties ont prouvé qu'elles étaient capables de mettre de côté leur intérêt immédiat pour assurer la paix en Europe, en empêchant un pays fasciste de réaliser ses rêves d'empire. Se privant ainsi des hydrocarbures bon marché de la Russie et armant l'Ukraine, l'Union européenne et l'OTAN sont en première ligne face à Poutine. Et c'est pourtant notre coopération qui a contribué aux victoires ukrainiennes. Sans nos armes, nos renseignements et l'entraînement prodigué à leur armée, l'Ukraine aurait probablement déjà perdu la guerre. Quant à Poutine et ses fidèles, ils n'ont d'autre choix que la fuite en avant dans ce conflit, car ils se savent condamnés en cas de défaite dans cette guerre. Le sort qui les attend consistera, comme leurs prédécesseurs avant eux, à se faire lyncher par la foule comme un Mussolini ou un Saddam Hussein, être exécutés par un tribunal révolutionnaire comme Ceausescu, ou bien à finir leur vie dans une prison à La Haye comme Slobodan Milosevic. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oublie pas de laisser un commentaire pour me traiter de chien des États-Unis et de t'abonner pour ne pas manquer une seule occasion de le faire sur les prochaines vidéos. Slava Ukraini.